Pendant 40 ans, Graham Hancock a pointé le doigt vers le même bloc de pierre en posant toujours la même question. Personne au sein des milieux académiques ne souhaitait y répondre. On voulait qu'il disparaisse. On l'a qualifié d'incompétent. On l'a jugé dangereux. Son travail était présenté comme une menace pour la compréhension publique de la science et de l'histoire. Puis un spécialiste en sciences des matériaux, sans aucun intérêt préalable dans ce débat, a dirigé un microscope électronique à balayage vers du granit vieux de 4000 ans, et ce qu'il a découvert a figé l'ensemble du domaine. Ni sable, ni résidus de cuivre, un minéral classé 9 sur l'échelle de dureté de Mohs. Un minéral utilisé de nos jours pour tailler les matériaux d'ingénierie les plus résistants qui soient. Il était tapi dans ses anciennes rainures de découpe bien avant que Rome ne soit fondée. Et Hancock avait eu raison sur la question depuis le début. Le problème se trouve dans la pierre. L'Égypte ancienne bâtissait avec deux matériaux, le calcaire pour les structures principales, le granit pour ce qui comptait vraiment. Le revêtement extérieur de la grande pyramide, les couloirs et les chambres intérieures, les obélisques portant les proclamations royales, les sarcophages renfermant les dépouilles les plus sacrées, les sanctuaires les plus profonds des temples les plus importants, partout où les Égyptiens anciens voulaient créer quelque chose de durable, de sacré, quelque chose qui survivrait à toutes les civilisations futures, ils utilisaient du granit. Plus précisément, le granit rouge et gris, extrait à Assouan, à près de 900 km au sud de Gizeh, puis acheminé par le Nil jusqu'au chantier du Nord. À l'intérieur de la grande pyramide, la chambre du roi est entièrement construite en granit d'Assouan. Les 5 rangées de poutres en granit formant les chambres de décharge au-dessus, dont chaque dalle pèse entre 25 et 70 tonnes, ont été taillées et assemblées avec des tolérances que les ingénieurs ayant pris leurs mesures qualifient d'extraordinaires. Le sarcophage situé dans la chambre du roi est un bloc unique de granit rouge creusé de l'intérieur, trop volumineux pour passer par l'entrée actuelle de la pyramide, ce qui signifie qu'il a été déposé dans la chambre avant que celle-ci ne soit scellée autour de lui. Mais la grande pyramide n'est pas l'exemple le plus impressionnant de ce qu'ont accompli les tailleurs de granit de l'Égypte ancienne. Ce titre revient au Sérapéum de Saqqara. Creusé dans la roche sous le désert au sud du Caire, le Sérapéum abrite une série de chambres funéraires destinées aux taureaux Apis sacrés. Dans ces chambres reposent des sarcophages de granit, de grands coffres en granit rouge et noir, pesant chacun entre 70 et 80 tonnes, taillés dans des blocs de pierre uniques. Leurs couvercles, pesant chacun environ 27 tonnes, s'ajustent avec une telle précision contre le rebord du coffre qu'une fois scellés, ils créent un contact quasi hermétique que les ingénieurs ayant pu les examiner décrivent comme nécessitant des tolérances mesurées en centièmes de millimètre sur une surface de contact de plusieurs mètres de long. Les surfaces extérieures de ces coffres ne portent aucune des marques d'outils grossières que produisent habituellement les méthodes abrasives et les outils en cuivre. Elles sont polies jusqu'à un état miroir qui réfléchit la lumière sur les parois de la chambre. Aucune équipe de recherche moderne n'a tenté d'expliquer comment cette finition a été obtenue avec les outils que les manuels attribuent à cette époque. La version officielle ne propose aucune explication. Elle n'en parle tout simplement pas. Flinders Petrie, le fondateur de l'archéologie scientifique moderne en Égypte, fut parmi les premiers à examiner ce travail du granit de façon méthodique. Dans les années 1880, il documenta quelque chose qui le laissa profondément perplexe, des carottes cylindriques creuses extraites du granit d'Assouan, présentant des rainures en spirale sur leurs surfaces extérieures. Petrie analysa soigneusement le pas de ces rainures et conclut que l'outil qui les avait forées progressait dans le granit à une vitesse d'avance d'environ 0,1 pouce par révolution. Autrement dit, à chaque rotation complète du forêt, la surface de coupe progressait d'un dixième de pouce dans du granit massif. Petrie, qui n'était pas homme à s'exprimer de façon dramatique, qualifia cette vitesse de coupe d'extraordinaire, affirmant dans ses travaux publiés qu'elle témoignait d'une action de découpe bien supérieure à tout ce que les méthodes connues de son époque permettaient d'accomplir. Nous étions dans les années 1880. L'observation de Petrie demeura dans la littérature archéologique pendant plus d'un siècle. La plupart de ceux qui la lurent passèrent à autre chose sans jamais poser la question logique qui en découlait. L'un de ceux qui se la posèrent fut Graham Hancock, cet homme qui ne cessait jamais d'interroger. Graham Hancock vit le jour à Édimbourg, en Écosse, en 1950, et débuta sa carrière comme journaliste pour The Economist et d'autres grandes publications.
C'est non pas par le biais de l'académie, mais par celui du reportage qu'il s'intéressa à l'histoire ancienne, grâce à cette habitude de demander à ses sources de prouver leurs affirmations, plutôt que de les accepter sans vérification. Lorsqu'il appliqua cette même rigueur au récit officiel de la technologie égyptienne antique, ce qu'il découvrit était une histoire qui ne résistait pas à l'épreuve des faits. Son ouvrage de 1995, Empreinte des dieux, qui se vendit à des millions d'exemplaires dans les années suivant sa parution, défendait une thèse centrale que l'establishment académique jugea menaçante, précisément parce qu'elle était précise. Il ne s'agissait pas de spéculations vagues sur des civilisations disparues, mais d'objections techniques ciblées contre la version officielle de la construction de certains monuments. Le travail du granit à Gizeh, la précision manifeste de certains artefacts anciens, les caractéristiques que des ingénieurs reconnaissaient comme dépassant les capacités des outils mentionnés dans les manuels. La réponse de l'égyptologie professionnelle ne fut pas l'engagement dans le débat, ce fut le rejet pur et simple. Hancock ne possédait pas de diplômes officiels. Ses observations pouvaient donc être écartées. Le raisonnement était circulaire. Les preuves n'ont aucune importance parce que celui qui les avance n'est pas qualifié pour le faire. Pendant 3 décennies, ce raisonnement circulaire a prévalu, non pas parce que quelqu'un avait prouvé que Hancock avait tort, mais parce que la mécanique institutionnelle de la respectabilité académique excelle à ignorer ce qu'elle a décidé de ne pas examiner. En 2022, Netflix a diffusé la série documentaire de Hancock, intitulée Ancient Apocalypse, exposant ses arguments à des dizaines de millions de spectateurs en l'espace de quelques semaines. La Society for American Archaeology a répondu par une lettre ouverte adressée à Netflix, critiquant la série au motif qu'elle encouragerait la pseudoscience et nuirait à la compréhension que le grand public a dû passer. En 2024, Hancock a débattu avec le Dr Flint Dibble, archéologue à l'université de Cardiff, lors d'un échange très suivi sur le podcast de Joe Rogan, qui a rassemblé plus de 10 millions de vues. Ce débat fut substantiel, incisif et révélateur, non pas parce qu'un camp l'avait emporté, mais parce qu'il a mis en évidence que les objections techniques soulevées par Hancock depuis 30 ans demeuraient sans réponse conventionnelle satisfaisante. La question du granit, en particulier, restait entière. Le défi posé par Hancock était simple et direct. La version officielle affirme que les anciens Égyptiens découpèrent le granit à l'aide de scies en cuivre et de sable utilisés comme abrasifs. Démontrez-le. Montrez-moi des surfaces produites par le cuivre et le sable qui correspondent aux exemples antiques. Personne ne l'avait fait. Personne n'en avait même approché la réalisation. Puis quelqu'un a décidé d'examiner véritablement ce que contenaient les anciennes entailles, le cuivre, le sable et l'expérimentation qui n'a pas abouti. Avant d'aborder ce que le microscope électronique à balayage a révélé, il convient d'être précis quant à ce qu'il était censé trouver, car cette attente illustre exactement ce que prédit la théorie dominante et pourquoi le résultat réel est si significatif. Le cuivre se situe approximativement entre 2,5 et 3 sur l'échelle de dureté de Mohs, qui mesure la résistance d'un minéral à la rayure. Le granit est composé de quartz, de feldspathe et de mica. Le quartz, qui est l'élément le plus dur du granit, se situe à 7 sur l'échelle de Mohs. Le principe fondamental de la coupe abrasive repose sur le fait que le matériau utilisé pour couper doit être plus dur que celui que l'on cherche à tailler. Dans le cas contraire, c'est l'outil qui s'use, tandis que la surface travaillée reste intacte. Le cuivre, dont la dureté se situe entre 2,5 et 3, ne peut pas venir à bout du quartz qui se trouve à 7. Cette combinaison ne constitue pas un système de coupe viable, quelle que soit la pression appliquée ou la lubrification utilisée. Le sable, composé principalement de quartz, et donc également classé à 7, représente une exception temporaire, mais uniquement si ces particules sont plus fines que la surface à tailler et maintenues de façon régulière entre l'outil en cuivre et le granit. Dès que le cuivre se déforme, ce qui arrive très rapidement sous la pression nécessaire, les particules de sable s'incrustent dans le métal tendre et perdent toute leur efficacité. Dennis Starks, archéologue expérimenté à l'Université de Manchester, a consacré de nombreuses années à tester cette hypothèse. Il a fabriqué des répliques fidèles des foreuses tubulaires en cuivre et des scies plates en cuivre auxquelles la thèse dominante attribue ses travaux. Il s'est procuré du sable approprié et a appliqué, aussi fidèlement que possible, ce que les indices suggéraient en des techniques anciennes. Ces résultats publiés ont révélé que les foreuses tubulaires en cuivre, utilisées avec du sable quartzeux, pouvaient effectivement percer le granit, mais à une vitesse mesurée en millimètres par heure,
avec une dégradation rapide du cuivre nécessitant un remplacement continu de l'outil. Les surfaces obtenues étaient irrégulières, peu homogènes, et ne ressemblaient en rien aux rainures spiralées nettes et continues que Petrie avait documentées. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est que Petrie lui-même n'adhérait pas pleinement à l'explication fondée sur le cuivre et le sable. Dans son analyse originale publiée sur les carottes de forage, il avançait que l'efficacité de coupe suggérée par ces rainures spiralées ne pouvait s'expliquer que par un outil équipé de pointes de coupe fixes, faites d'un matériau plus dur que le quartz. Il mentionna spécifiquement le corindon et les pierres précieuses comme candidats possibles. Petrie rédigea cela dans les années 1880. Le courant académique dominant adopta ensuite le cadre du cuivre et du sable, et les réserves explicitement formulées par Petrie furent discrètement écartées, où elles demeurèrent pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que le microscope du docteur Massoud parte à la recherche de ce que la pierre contenait réellement. Chris Dunn, un professionnel de l'usinage de précision fort de 4 décennies d'expérience, avec des équipements à commande numérique et des tolérances aérospatiales, examina personnellement des artefacts égyptiens antiques en granit et publia ses conclusions. Il découvrit des surfaces planes à quelques millièmes de pouce près sur plusieurs mètres. Il observa des trous de forage conservant une circularité parfaite sur toute leur profondeur. Il décrivit ces résultats comme égalant ou dépassant les standards atteignables avec les équipements de fabrication de précision modernes. Pas approximativement équivalent, strictement équivalent. Lorsque deux approches indépendantes, l'archéologie expérimentale et l'évaluation par un ingénieur professionnel, échouent toutes deux à soutenir l'explication du cuivre et du sable, la réponse intellectuellement honnête consiste à demander ce que la pierre elle-même révèle sur la façon dont elle fut travaillée. C'est précisément ce que le docteur Massoudi décida de faire et ce que le microscope finit par découvrir. Le docteur Massoudi est un spécialiste en tribologie, la science du frottement, de l'usure et de l'interaction des surfaces soumises à la pression et au mouvement. Il s'agit de l'une des disciplines les plus rigoureuses des sciences des matériaux, qui s'attache à comprendre à l'échelle moléculaire ce qui se produit lorsqu'un matériau se déplace contre un autre. Son domaine d'expertise n'avait aucun lien avec l'Égypte ancienne avant cette enquête. Cette indépendance était, pour les besoins de la recherche, absolument essentielle. Les outils que le docteur Massoudi et Hancock ont eu recours à la microscopie électronique à balayage, qui permet d'observer les surfaces avec des grossissements des milliers de fois supérieurs à ceux des microscopes optiques, ainsi qu'à la spectroscopie à dispersion d'énergie, qui identifie les éléments chimiques présents dans un échantillon en analysant les rayons X qu'il émet sous bombardement électronique. Ensemble, ces instruments ne se contentent pas de révéler l'apparence d'une surface. Ils révèlent de quoi elle est constituée, jusqu'au niveau des éléments et des composés individuels. Ils ont examiné des surfaces de coupe dans du granit égyptien antique, l'intérieur de rainures d'outils creusées, il y a 4000 ans et demeurées intactes depuis lors. Des surfaces que personne n'avait jusqu'alors songé à analyser avec des instruments d'une telle précision. Le docteur Massoudi s'attendait à trouver du quartz, du sable, des résidus de cuivre, la signature chimique des outils décrits dans les manuels. Ce que la spectroscopie à dispersion d'énergie a révélé était tout autre chose. Du corindon, oxyde d'aluminium de formule A, L2O3. Le minéral qui, à l'état cristallin, forme les rubis et les saphirs. Classé 9 sur l'échelle de dureté de Mohs, plus dur que le quartz, plus dur que n'importe quel composant du granit, surpassé uniquement par le diamant. Ce même minéral que les fabricants d'abrasifs industriels synthétisent aujourd'hui précisément parce que rien d'autre ne découpe les matériaux durs d'ingénierie avec autant d'efficacité. Il ne s'agissait pas d'une simple contamination résiduelle. Les particules de corindon étaient incrustées à l'intérieur même des rainures de coupe, dans des positions et des concentrations cohérentes, avec une présence active au moment du travail de la pierre. Elles n'avaient pas été déposées après coup. Elles se trouvaient là au moment où le granit avait été taillé. La microscopie a révélé des détails supplémentaires qui ont amplifié la portée de cette découverte concernant le corindon. Lorsqu'une surface est travaillée par percussion ou par un abrasif se déplaçant de manière irrégulière sous une pression variable, la pierre sous la coupe visible présente des fractures en sous-surface. Des micro-fissures se propagent vers le bas et vers l'extérieur depuis la ligne de coupe, pénétrant dans la masse du matériau. L'abrasion par le sable sous le cuivre produit cette signature de façon fiable. Les surfaces de coupe anciennes révèlent quelque chose de tout à fait différent.
une limite de cisaillement nette, avec presque aucune fracture en sous-surface, laissant entendre que la force exercée lors de la découpe était régulière, directionnelle et maîtrisée à 1 degré, qui empêchait l'énergie de se disperser latéralement dans la pierre environnante. En termes tribologiques, c'est la signature d'un abrasif dur et bien lubrifié, se déplaçant selon un trajet contrôlé sous une pression constante, et non celle du sable incrusté dans du cuivre mou que l'on traînerait irrégulièrement sur une surface dure. La portée de cette découverte repose sur un fait géologique précis. Le corindon n'existe pas naturellement en Égypte, sous une forme utilisable comme abrasif industriel. Les gisements naturels les plus proches se trouvent dans des régions telles que Sri Lanka, l'Inde et l'Est de la Méditerranée, des territoires avec lesquels l'Égypte ancienne entretenait des relations commerciales. Mais accéder au corindon depuis ses sources et reconnaître ses propriétés de coupe aurait nécessité une identification délibérée, un approvisionnement à longue distance et une application systématique. Il existe notamment des preuves archéologiques que les mairies, une forme impure naturelle du corindon, circulaient dans le monde méditerranéen antique. Les gisements de l'île grecque de Naxos fournissaient de l'émery aux artisans à travers la mer Égée et au-delà, au moins depuis l'âge du bronze. Les artisans égyptiens, évoluant au sein de l'un des réseaux commerciaux les plus élaborés du monde antique, disposaient de voies d'accès aux matériaux contenant du corindon. Ce que le microscope a mis en évidence n'était pas le fruit du hasard. C'était la trace d'une technologie systématique, réfléchie et sophistiquée, que le récit officiel n'avait jamais pris la peine de décrire. L'expérience en atelier, confirmée par l'observation au microscope, démontre clairement ce qui était bel et bien présent. Hancock avait bien saisi cette distinction, et il savait que ses détracteurs s'y accrocheraient aussitôt. Il a donc décidé de mettre la chose à l'épreuve. Au début de l'année 2023, il a organisé des essais de découpe en conditions contrôlées dans un atelier de granit en activité. Des blocs de granit, des outils en cuivre, 3 conditions abrasives testées séparément et dans un ordre précis. Des tailleurs de granit expérimentés et des spécialistes des matériaux ont travaillé ensemble dans un cadre rigoureux, avec chaque paramètre soigneusement mesuré et consigné. Premier test, des outils en cuivre avec du sable ordinaire comme abrasif, reproduisant aussi fidèlement que possible la version conventionnelle. Le résultat a confirmé les expériences antérieures de Stock. À peine un demi-millimètre de progression par heure, une dégradation rapide du cuivre, des surfaces de coupe irrégulières et grossières qui ne ressemblaient en rien aux exemples anciens. La méthode des manuels a donné des résultats dignes des manuels, dans le pire sens du terme. Ça ne fonctionnait tout simplement pas. Deuxième test, des outils en cuivre avec de la poudre de quartz broyée, légèrement plus fine et plus homogène que le sable, mais chimiquement identique. Résultat légèrement meilleur, mais toujours de l'ordre de fractions de millimètres par heure, et toujours rugueux. Troisième test, des outils en cuivre avec un mélange contenant du corindon associé à du quartz comme support. Le changement a été immédiat et frappant. Le cuivre a cessé de lutter contre le granit et a commencé à diriger l'abrasif efficacement sur la surface de coupe. La résistance a chuté. La coupe est devenue régulière. La progression a bondi à plus de 3 mm par heure, soit plus de 6 fois la vitesse obtenue avec le sable, et l'usure des outils a considérablement diminué. Nick Chiza, un artisan fort de 30 ans de métier dans le travail du granit, faisait partie de l'équipe. Il avait consacré toute sa carrière à tester toutes les méthodes plausibles pour reproduire les surfaces de granit anciennes, se heurtant chaque fois au même obstacle. Rien de ce qu'il avait essayé ne s'approchait de ce que montraient les exemples antiques. Puis il a posé l'outil en cuivre dans la rainure avec le mélange de corindon et a poussé. Il décrit par la suite cette expérience comme la première fois en 30 ans où le matériau lui avait semblé coopératif, comme si l'outil et la pierre travaillaient enfin ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Puis vinrent les carottes de forage, une boue de corindon chargée dans un tube de cuivre servant de forêt, appliquée contre du granit et mise en rotation. Les carottes extraites de ce processus présentaient le même motif caractéristique de rainures en spirale que Petrie avait documenté dans les années 1880 et qualifié d'extraordinaires. Ces rainures qu'aucune méthode expérimentale précédente n'avait jamais pu reproduire. Elles apparurent sur la table de l'atelier, fraîchement taillées cet après-midi-là, correspondant parfaitement au profil d'artefacts conservés au Caire depuis plus d'un siècle comme exemple d'une technique que personne ne parvenait à expliquer. Un seul après-midi, un seul matériau. La réponse à une énigme ouverte depuis l'époque victorienne.
L'expérience révéla également que la méthode au corindon exigeait une véritable maîtrise. La concentration de la boue devait être maintenue dans une plage précise. Trop diluée, et l'efficacité de coupe s'effondrait. Trop épaisse, et la rainure se bouchait. La pression devait être uniforme, la température maîtrisée, la régularité constante. Au cours des essais en atelier, l'équipe découvrit que la granulométrie optimale des particules de corindon se situait entre 100 et 150 microns, suffisamment fine pour maintenir un contact régulier avec la surface du granit, mais suffisamment grossière pour conserver son tranchant sur plusieurs passages. Un mélange mal dosé, même d'une marge modeste, produisait des coupes qui se dégradaient jusqu'à la même rugosité laissée par l'abrasion au sable. Obtenir un résultat correct de manière constante, sur les heures ou les jours nécessaires pour creuser un sarcophage ou forer un puits, requérait un niveau de mémoire musculaire entraîné que seule une pratique soutenue permet d'acquérir. Il ne s'agissait pas d'une technologie découverte par hasard, c'était une technologie développée, perfectionnée et transmise par la pratique. Ce savoir vivait dans les mains, transmis d'artisans en apprentis au fil des générations, et il disparaît entièrement dès que la chaîne se rompt. La chaîne s'est brisée, le savoir s'est évanoui. Et pendant 4000 ans, les traces laissées dans la pierre ont posé une question à laquelle tout le monde avait choisi de répondre de manière erronée, plutôt que de l'examiner avec attention. Voilà ce qu'était ce mur, non pas celui des preuves elles-mêmes. Lorsque Hancock a présenté ses découvertes, d'abord lors d'une conférence en sciences des matériaux à la fin de l'année 2023, puis publiquement, les réactions se sont divisées selon des lignes prévisibles. Les ingénieurs et les spécialistes des matériaux présents dans la salle se sont engagés avec les données. Le docteur James Herald, un archéologue-géologue ayant consacré des décennies à l'étude des méthodes d'extraction égyptiennes, a fait remarquer que les boues abrasives sont par nature non conservatrices. Elles agissent, elles sont épuisées dans le processus, et elles ne laissent aucun résidu que les méthodes archéologiques pourraient identifier comme un outil délibéré. Le corindon, incrusté dans les rainures de coupe, représente peut-être la meilleure preuve physique qui existera jamais pour cette technologie, précisément parce qu'il a survécu à l'intérieur des entailles, tandis que tout le reste était consumé par le procédé. Harold a qualifié l'hypothèse de méritant une investigation scientifique sérieuse et a appelé à des essais de réplication contrôlés dans des conditions soumises à l'examen par les pairs, la réponse scientifique normale face à une découverte inattendue soutenue par des preuves physiques. L'égyptologie professionnelle, elle, a réagi tout autrement, et la nature de cette réaction a révélé quelque chose d'important, non pas sur les preuves, mais sur l'institution elle-même. Les objections n'étaient même pas d'ordre technique. Aucun égyptologue n'a démontré que le cuivre et le sable pouvaient produire les surfaces observées. Personne n'a fourni de résultats expérimentaux reproduisant les exemples anciens par la méthode conventionnelle. Personne n'a expliqué la présence des particules de corindon à l'intérieur des rainures de coupe. Les objections portaient sur les qualifications de Hancock et sur le principe selon lequel des personnes extérieures ne devraient pas être autorisées à remettre en question des conclusions établies, peu importe ce que les preuves physiques indiquent. La lettre ouverte de la Society for American Archaeology, adressée à Netflix après la diffusion d'Ancient Apocalypse, affirmait que l'archéologie alternative causait un tort aux communautés autochtones. Une accusation qui, quelle que soit sa valeur en tant que critique culturelle plus large, n'avait aucun rapport avec la question de savoir si du corindon était présent dans d'anciennes rainures de découpe. Confondre la politique culturelle de l'archéologie alternative avec la question technique précise de l'abrasif utilisé pour forer le granit ne constitue pas une réfutation. C'est simplement changer de sujet. Ce schéma a des précédents en dehors de l'égyptologie. Au début des années 1980, le médecin australien Barry Marshall avança que les ulcères d'estomac étaient provoqués par une infection bactérienne, une découverte qui contredisait des décennies de compréhension médicale établie. L'establishment médical l'ignora pendant des années. Il finit par démontrer son point en s'exposant lui-même à la bactérie, développant une gastrite, puis en la traitant avec des antibiotiques. Il reçut le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2005. La leçon que l'affaire Marshall nous enseigne n'est pas que les personnes extérieures ont toujours raison, c'est que les qualifications de l'observateur ne remplacent pas l'examen des preuves que celui-ci présente. Hancock aborda cette question directement lors d'un entretien en 2024. Il déclara que les réactions avaient confirmé ce qu'il avait compris depuis 30 ans. La résistance à l'examen de ces preuves n'avait jamais été principalement une question de vérité.
C'était une question d'autorité, de savoir qui contrôle la définition du passé ancien et qui est autorisé à contribuer à sa révision. Un système dans lequel le prix d'entrée est la déférence envers les conclusions existantes, rendant toute révision authentique structurellement impossible de l'intérieur. Les situations parallèles ne sont pas difficiles à trouver. À travers plusieurs autres sites antiques où le travail du granit et des pierres dures défie toute explication conventionnelle, les murs ajustés avec une précision mégalithique à Sacsayhuaman au Pérou, les blocs en hache et autres ouvrages de pierre de haute précision à Pumapunku en Bolivie, les immenses pierres du temple de Baalbek au Liban, où un seul bloc extrait de carrière, appelé la pierre de la femme enceinte, pèse environ 1650 tonnes, ce qui en fait le plus grand bloc taillé de toute l'histoire humaine. Le même schéma se répète. Des preuves physiques extraordinaires, des explications conventionnelles qui s'effondrent à l'épreuve des faits, une résistance institutionnelle à examiner l'écart entre les deux. Le programme de travail du granit dans le monde ancien s'est étalé sur plusieurs siècles, à mobiliser des milliers de personnes et à déplacer des pierres de 100 tonnes ou davantage sur plus de 900 kilomètres de fleuve. Une telle ampleur ne laisse pas supposer un secret détenu par un seul artisan, mais bien une technologie industrielle et systématique, transmise de génération en génération, consignée non dans des textes conservés, mais dans les traces laissées dans la pierre. Ces traces ont toujours été là. Le microscope électronique a simplement fini par leur demander de quoi elles étaient faites. Qu'est-ce qui change alors? La découverte du corindon n'explique pas tout ce qui concerne la technologie égyptienne antique de la pierre. Elle éclaire un point précis, ce qui permettait à certains processus de taille d'atteindre une précision que le cuivre et le sable sont incapables de produire. La façon dont le corindon était extrait, traité et distribué à une échelle industrielle demeure une question ouverte. Quant à savoir si des découvertes similaires émergeront d'un examen méthodique des surfaces de pierre sur d'autres sites antiques, personne ne l'a encore vérifié de manière exhaustive. Ce que la découverte accomplit, avec une force considérable, c'est clore un argument bien précis, celui selon lequel il n'existerait aucune preuve d'une technologie allant au-delà du cuivre et du sable. Une preuve existe désormais. Elle repose dans les anciennes rainures de taille. Le microscope électronique l'y a trouvée. Ce que cela ouvre, c'est une question bien plus vaste, celle que Hancock désigne depuis 1995. Si le récit conventionnel s'est trompé sur ce point précis, si la réponse à l'un des défis les plus concrets et les plus vérifiables lancés à l'égyptologie dominante se trouve confirmée par la science des matériaux, qu'est-ce qui d'autre, dans la version officielle, mérite le même examen physique rigoureux? Les noyaux de forage en granit ancien que Petrie a documentés dans les années 1880 se trouvent toujours au musée du Caire. Les surfaces sont encore là, prêtes à être analysées. Les instruments analytiques qui n'existaient pas à l'époque de Petrie existent désormais. La question de ce qui a créé ces rainures peut maintenant être soumise à des tests, plutôt que simplement supposée, et il en va de même pour les sarcophages du Sérapéum à Saqqara. Ces caissons en granit de 70 à 80 tonnes, avec leur couvercle quasi hermétique et leur surface polie comme des miroirs, n'ont jamais été analysés par spectrométrie à rayon X à dispersion d'énergie. Personne n'a encore braqué un microscope électronique à balayage sur leurs parois intérieures pour chercher quelle substance abrasive a laissé sa signature dans ce poli. La réponse à cette question repose dans la pierre, préservée de la même façon que le corindon l'a été dans les rainures de découpe de Gizeh, attendant, comme les noyaux de forage de Petrie ont attendu, que quelqu'un regarde avec le bon instrument. Si la même signature de corindon apparaît sur ces surfaces, si le polymiroir d'un caisson de 70 tonnes s'avère avoir été produit par la même technologie que celle qui a creusé les noyaux de forage, alors les implications pour notre compréhension des capacités industrielles de l'Égypte ancienne dépassent largement un seul site ou un seul débat sur la légitimité des observateurs. Graham Hancock a passé 40 ans à s'entendre dire qu'il n'était pas qualifié pour poser ces questions. Les particules de corindon dans du granit vieux de 4000 ans ne se souciaient pas de ces qualifications. La pierre renfermait la réponse. Quelqu'un a finalement regardé. Si ce genre d'enquête vous tient éveillé la nuit, abonnez-vous dès maintenant car le prochain site analysé fera paraître celui-ci bien simple, et je veux que vous soyez là quand les résultats arriveront.